Veuillez vous lever. L'audience de la Cour pénale internationale pour l'édition 2024 du concours de procès fictif de la CPI en langue française est ouverte. Et je vais d'abord demander commencer par vous dire bonsoir et soyez les bienvenus dans cette salle d'audience qui paraît assez singulière mais qui rappelle beaucoup de choses. Donc, à tous les participants, surtout à ceux qui représentent ici des victimes, à ceux qui représentent la personne accusée, je dis bonsoir. Je souhaite aussi dire la bienvenue aux personnes présentes physiquement qui sont autour de nous, à tout le personnel chargé des audiences et qui nous ont assistés jusqu'ici et qui continuent de nous assister. Bienvenue aussi au public qui nous regarde depuis la galerie et aussi à ceux qui sont hors de la cour et qui, d'une manière ou d'une autre, nous apportent leur soutien en prenant part à cet événement qui fait un clin d'œil à la jeunesse du monde entier. Je voudrais à cet égard demander au greffier d'audience de bien vouloir rappeler l'affaire. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Merci. Nous sommes en audience dans le cadre de l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Jean Claquette et Denis Smoker, édition 2024 du concours de procès fictif de la CPI en langue française. Merci, monsieur le greffier. Au nom de la Cour, je voudrais demander aux parties de bien vouloir se présenter. Je commencerai par les représentants des victimes. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour également au Conseil de la Défense et au public dans la salle d'audience. L'équipe des représentants légaux des victimes est aujourd'hui composée de Maître Boisfer, de Maître Danzin, de Maître Siri et de moi-même, Maître Rodriguez dos Santos. Je vous remercie. Merci Madame la représentante des victimes. Je me penche vers les représentants de la défense. Veuillez bien vous présenter et présenter les membres de votre équipe. Madame la Présidente, honorables juges, distingués contradicteurs, pour le compte de la défense, Maître Deborah Sabanga, Maître Shekina Mujinga, Maître Christopher Ampiana ainsi que moi-même, Maître Maxime Kitenge. Je vous remercie. Monsieur le greffier, est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de votre équipe? Madame la Présidente, je me présente, Monsieur Wilfred Ndoumo, greffier d'audience et
Je suis sûr. Merci. Merci beaucoup, monsieur le greffier. À présent, je voudrais présenter les membres de la Cour. À ma droite, j'ai Madame la juge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Et à ma droite, j'ai Monsieur Léo Jolivette et moi-même, Reine Alapini Gansou. Et je présiderai cette audience. La Chambre va à présent aborder tour à tour les 3 questions qui font l'objet de l'audience de ce jour. De par la nature publique de la présente audience, je demanderai au greffier d'audience de bien vouloir rappeler les questions essentielles qui ont été retenues par la Chambre préliminaire. Monsieur le greffier, allez-y s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. En vue de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire 16 sollicite les observations du Conseil des victimes et de la défense sur les points suivants. Petit 1. Les faits exposés sont-ils susceptibles d'être qualifiés de l'un des chefs d'incrimination qui relève en l'espèce de la compétence de la Cour pénale internationale? Petit b. Le statut de Jean Claquet et ses incidences potentielles sur les procédures engagées. Petit c. Les charges et modes de responsabilité susceptibles d'être retenus contre les 2 suspects. Merci. Merci, monsieur le greffier. Ainsi, la parole va être donnée au représentant légal des victimes pour qu'ils présentent leur cause et traitent les questions qui viennent d'être relevées. Maître, qui de vous deux prend la parole? Allez-y, s'il vous plaît. Lorsque sur les bords de l'océan, la tempête s'abat, la digue tient. Elle protège, elle résiste. Mais face à l'orage du capitalisme dérégulé, qui méprise les lois de la nature, elle rompt. Pour les habitants de l'île de Katawa, la digue de la justice doit résister face à la vague d'impunité qui s'est abattue sur leur pays. Madame la Présidente, honorables juges, membres de la Cour, nous tenons devant vous aujourd'hui en représentation de 250 victimes. Ces victimes, elles sont issues de la population autochtone de l'île de Katawa, au Wata, qui fut le théâtre des pires atrocités. Durant près d'1 an, John Claquette, dirigeant de Nalis, et Denis Smoker, dirigeant de Blue Water, se sont rendus responsables de cruelles exactions. En implantant ses concessions Wata, John Claquette n'avait qu'un seul objectif, assurer une hégémonie économique et une domination par les armes. Après avoir négligé le droit des autochtones à être consultés au sujet de toute décision relative à leurs terres, il a engagé Denis Smoker et son entreprise afin de les faire fuir. À partir de juin 2017, les intimidations de Blue Water se sont rapidement transformées en réelles attaques. Début 2018, l'armée du Wata a dû intervenir pour essayer d'apaiser la situation. Mais voilà, c'est un réel conflit armé qui a éclaté au Wata. John Claquette et Denis Smoker ont provoqué la mort d'au moins 450 civils, déplacé 1000 d'entre eux et détruit l'identité culturelle de toute une population. Face à l'inaction du Wata, le peuple Katawai a décidé de faire entendre sa souffrance. Le 23 janvier 2019, il a donc envoyé une communication au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Après un examen préliminaire rigoureux, puis une enquête approfondie, la Cour a émis 2 mandats d'arrêt.
l'un à l'encontre de John Clackett, l'autre de Denis Smoker. M. Clackett fut d'ailleurs appréhendé le 3 janvier 2023. C'est alors qu'une première audience de confirmation des charges s'est tenue à l'encontre des 2 suspects, suivie d'un ajournement le 5 mars 2023 sur le fondement de l'article 61-7-C du statut. Cet ajournement, il constitue une nouvelle opportunité pour préciser les charges et apporter de nouveaux éléments de preuve afin de satisfaire le standard des motifs substantiels de croire de l'article 61-5 du statut. Aujourd'hui, la Chambre préliminaire a une nouvelle fois placé les victimes au cœur de cette audience, en leur offrant la possibilité d'exprimer leurs vues et préoccupations en vertu de l'article 68-3 du statut. C'est à la multiplicité des crimes commis, la procédure ouverte devant la Cour constitue une graine d'espoir pour ces victimes déracinées. À présent, le long silence de la justice doit se muer en un acte de langage. La Chambre nous a demandé de nous exprimer sur 3 questions déterminées. Aussi, dans un premier temps, j'exposerai les vues et préoccupations des victimes quant à la compétence ratione temporis et ratione loci de votre Cour. Je démontrerai ensuite les raisons pour lesquelles le statut de John Clackett ne peut faire obstacle à la compétence de votre Cour. Puis je laisserai la parole à Maître Boisfer, qui s'exprimera sur les crimes commis contre l'humanité commis au Ouattara en 2017. Maître Danzin abordera les ravages de la guerre ayant pris place au Ouattara en 2018. Et pour finir, Maître Siri démontrera la responsabilité pénale des 2 suspects. Avant tout, la compétence ratione loci de la Cour, au sens de l'article 12 du statut, n'étant pas contestée, nous renvoyons à nos écrits sur ce point. Vertu de l'article 11-2 du statut, et en dépit de la notification de retrait du statut par l'État du Ouattara, la Cour est et demeure compétente ratione temporis. Le Ouattara a ratifié le statut de Rome le 25 septembre 2004 et a notifié son retrait le 8 octobre 2019. Aussi, au regard des dispositions de l'article 127-2 du statut, ce retrait n'est devenu effectif qu'1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, soit le 8 octobre 2020. La Cour reste donc compétente pour les crimes perpétrés à l'encontre de la population autochtone Katawai, qui se sont déroulés entre juin 2017 et février 2018. Cette compétence ne fait donc pas de doute. Et admettre la solution inverse, c'est tout simplement consacrer définitivement l'impunité en permettant aux États de choisir les crimes qui méritent ou non de relever de la compétence de la Cour. Intéressons-nous désormais à la deuxième question posée par votre Cour, les conséquences potentielles du statut de Premier ministre de John Clackett sur la procédure. Nous souhaitons souligner sur ce point l'importance de ne pas dévoyer l'esprit même de la justice pénale internationale. Oui, certes, le principe des immunités personnelles des chefs de gouvernement est bien reconnu en droit international, comme le rappelait la décision Girodia devant la Cour internationale de justice. Toutefois, ce principe n'est pas absolu. L'article 27-2 du statut de Rome est parfaitement clair sur ce point. La qualité officielle d'un suspect ne saurait avoir de conséquences sur les procédures intentées à son encontre. Votre Cour, dans l'affaire Al-Bashir, en accord total avec la Cour internationale de justice dans l'affaire des mandats d'arrêt, reconnaissait l'existence d'une exception à l'immunité des chefs d'État devant elle. Plus encore, elle affirmait clairement que l'article 27-2 du statut cristallise le droit international coutumier. S'agissant dès lors de l'interaction entre les articles 27-2 et 98-1 du statut, la Chambre d'appel allait encore plus loin. L'article 27-2 empêche un État saisi d'une demande de coopération par la Cour de se reposer
sur l'immunité du chef de gouvernement, à la fois verticalement, dans ses relations avec la Cour, et horizontalement, envers l'État dont l'arrestation du chef est requise. La Cour n'avait donc pas à demander la levée de l'immunité de John Clackett au Waka Waka avant sa remise, puisqu'il n'y avait aucune immunité à lever. Madame la Présidente, honorable juge, la démonstration est sans ambiguïté. Le statut de John Clackett demeure sans effet. Nous l'affirmons, au caprice des puissants, la lutte contre l'impunité ne saurait se plier. Madame la Présidente, si vous me le permettez, je laisserai désormais la parole à mon confrère, Maître Boisfer. Je vous remercie. Madame la Présidente, honorable juge, membres de la Cour, en niant les droits de la population autochtone de l'île de Katawa, en réduisant en cendres leur nature, John Clackett et Denis Smokers ont commis des crimes contre l'humanité au sens de l'article 7 du statut. Ils ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes contre la nature humaine, car si la nature peut se passer des êtres humains, l'homme, lui, ne saurait vivre sans la terre. Les suspects ont lancé une attaque à l'encontre de la population autochtone Katawai. Comme l'exige l'article 7 2A du statut, cette attaque était le fruit d'une politique organisationnelle délibérée. L'objectif de Naylis, s'implanter à Katawa. Et avec l'aide de Blue Water, faire fuir les Katawai. Pour mener ces attaques, John Clackett a embauché une main-d'œuvre aguerrie, organisée, et dotée des moyens suffisants pour semer la terreur sur son passage, contractualisant ainsi avec Denis Smokers l'anéantissement de la communauté autochtone Katawai. Madame Adams et Monsieur Smokers travaillaient main dans la main. Messieurs Clackett et Chaussette faisaient la paire. Comme rappelé dans l'affaire Ruto et Sang, selon l'article 7 2A du statut, la politique d'une organisation doit avoir pour but l'attaque de la population civile. La conclusion d'un contrat entre les suspects, dont la finalité était de faire fuir la population, démontre clairement que leur objectif premier était une telle attaque. Cette politique, manifestement criminelle, visait clairement à user de moyens coercitifs à l'encontre d'une population vulnérable. En mettant en place un tel dessein, messieurs Clackett et Smokers ne pouvaient ignorer au sens de l'article 30 du statut qu'en adoptant un tel comportement, des crimes adviendraient dans le cours normal des événements. Dans ce contexte, et bien que l'article 7 énonce ces conditions comme étant alternatives, l'attaque dirigée contre la population civile était généralisée et systématique. La jurisprudence Katanga et Ngujolotri a clairement défini l'attaque généralisée comme couvrant une zone géographique étendue, ou alors une zone géographique restreinte mais dirigée contre un grand nombre de civils. À Katawa, plus grande île du Wata, 3 massacres. Miria, Mokia et Opaya. Une attaque généralisée parce qu'elle a donc été commise sur une large partie du territoire. Une attaque généralisée parce qu'elle a occasionné un grand nombre de victimes visant une population vulnérable. En continuant d'appliquer les définitions de la jurisprudence, l'on découvre derrière les crimes perpétrés à Katawa un réel modus operandi, un véritable scénario des crimes. Ce dernier révèle de façon saillante que l'attaque était également systématique. Mois après mois, à date quasi fixe, les agents de Blue Water ont adopté des modes opératoires identiques dont l'objectif précis était de semer la terreur et l'horreur, de faire fuir et s'approprier l'île. Faisant fi des vies de leurs victimes, ne visant que le profit, les deux dirigeants commirent de nombreux crimes occasionnant de multiples préjudices. Dans ce contexte, les suspects ont commis des meurtres au sens de l'article 7.1a du statut. Ils ont causé la mort de nombreux civils. À Mikia, Moria et Opaya, les agents de Blue Water ont usé d'armes à feu afin d'abattre des personnes vulnérables, des femmes, des enfants et des personnes âgées.
Mais la population autochtone Katawaï a également été victime d'autres actes inhumains au sens de l'article 7.1K. La pollution des eaux et la destruction des réserves halieutiques par le déversement de substances nocives est susceptible de caractériser un acte inhumain au sens du statut. Parce que de telles actions ont des répercussions directes sur la population. Parce qu'elles provoquent des œdèmes pulmonaires. Parce qu'elles causent des cécités. Parce qu'elles déclenchent des arrêts cardiaques et des cancers, parce qu'elles tuent. Finalement, l'ajournement de l'audience prononcée par la Chambre préliminaire constitue une opportunité décisive pour les victimes. L'opportunité de voir la qualification des faits coïncider avec leurs vues et préoccupations, avec leurs douleurs et leurs traumatismes. À cet égard, nous relevons qu'actuellement, le document contenant les charges ne permet pas d'appréhender l'entièreté de cette douleur. Nous demandons donc au procureur, comme cela a pu être admis dans l'affaire Katanga, d'élargir la qualification juridique des faits. En effet, John Clackett et Denis Smoker sont également responsables de crimes de transfert forcé au sens de l'article 7.1d. Conformément à ce dernier, les suspects, en usant de moyens coercitifs, ont forcé le déplacement des Katawaïs de la région où ils se trouvaient légalement, sans aucun motif légitime admis en droit international. Comme rappelé dans le cadre de la situation Bangladesh-Myanmar, le transfert forcé correspond au contexte dans lequel les victimes n'ont pas traversé une frontière internationale. Les éléments de preuve recueillis font apparaître de façon saillante le transfert d'au moins 1000 habitants de l'ouest de l'île vers l'est de celle-ci. L'objectif de ces exactions était l'expulsion des habitants de leur région afin d'exploiter, au mépris de leurs droits et libertés, leurs terres et leurs propriétés. Poussés par une ambition ravageuse, John Clackett et Denis Smoker arrachèrent les richesses des Katawaïs, pire encore, les déracinèrent. Ils voulaient faire taire la contradiction en faisant parler leurs armes. Ils voulaient noyer la controverse en faisant couler les larmes. Parce que pour les victimes, attaquer leur environnement, c'est attaquer leur âme. C'est l'hubris de deux hommes face aux autochtones. C'est l'hubris de deux hommes face à la nature. Les faits sont clairs. La démonstration est limpide. Mesdames et messieurs les juges, si les auteurs de ces crimes continuent à ne pas être inquiétés, ces crimes sont destinés à se répéter. Si vous me le permettez, je laisserai désormais la parole à ma consoeur, Maître Danzin, qui développera à son tour sur les crimes de guerre. Je vous remercie. Madame la Présidente, honorable juge, membres de la Cour, à partir de janvier 2018, l'opposition entre les forces armées du Wata et Blue Water s'est muée en réel conflit armé non international. À son origine, de vulgaires marchandages, de tristes combinaisons d'intérêts. Cette démonstration, nous l'espérons, doit donc vous rappeler que les compromis des puissants et surtout la folie de la course au profit se font souvent aux dépens de la planète, mais surtout de l'ensemble de ses habitants. Ainsi, au sens de l'article 8 du statut, un conflit armé non international oppose les autorités gouvernementales d'un État à un ou plusieurs groupes armés, ou plusieurs groupes armés entre eux. Au Wata, Blue Water disposait de toutes les qualités nécessaires à la qualification de groupe armé organisé, comme étayé dans l'affaire Taganda. Une structure hiérarchisée, de larges capacités logistiques, opérationnelles et financières. Si l'article 8.2d du statut précise que la Cour ne s'intéresse pas aux simples troubles et tensions internes, soyez sûrs que les violences ayant pris place au Wata ont dépassé ce seuil. 600 hommes du côté des forces armées Wataé, 350 pour Blue Water. 3 mois de combat, 3 mois d'affrontements violents, d'utilisation d'armes à sous-munitions, de pillage, de destruction. Le tout dans un lourd bilan de 450 morts et plus de 1000 déplacés. Sur les pentes du volcan Maui,
les hommes de John Clackett et Denis Smoker ont commis des meurtres, de façon intentionnelle et à l'encontre de la population civile Katawaï, et ce au sens de l'article 8.2ci du statut. Ils se sont délibérément attaqués à une population civile, mettant à mort les Katawaï dans leur village. Mais les suspects ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ensuite, les biens des survivants, leurs commerces, leurs temples furent pillés puis détruits. Ces attaques constituent donc manifestement des crimes de guerre au sens des articles 8.2e4 et 8.2e5 du statut. Les agents de Blue Water se sont rendus chez les Katawaï afin de s'approprier les biens se trouvant dans leurs maisons et dans leurs commerces. Ils ont détruit des temples, des monuments qui étaient d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Loin de constituer des objectifs militaires, ces localités étaient des lieux de vie d'une population autochtone vulnérable. Enfin, et afin d'anéantir minutieusement chaque composante de la culture Katawaï, messieurs Clackett et Smoker s'en sont pris à l'environnement. Environnement si cher à ce peuple que sa personnalité juridique est inscrite dans leur constitution. Et pourtant, les suspects n'ont pas hésité à lui causer des dommages étendus, durables et graves, au sens de l'article 8.2b4 du statut. Alors certes, le statut de Rome n'érige pas en crime de guerre cet acte dans le cadre d'un conflit armé international. Mais nombreuses sont les sources qui étendent aux conflits armés non internationaux cette incrimination. Nous citerons, entre autres, la règle coutumière 45 du CICR, nombreuses législations nationales, ou bien simplement la coutume identifiée par l'ONG Les Amis de la Mer dans l'Amicus Curiae qu'elle a déposé aux fins de la présente affaire. Cette extension, elle vise donc simplement à généraliser une incrimination déjà reconnue en droit international et en droit national. Alors vous me rétorquerez sûrement que à cela s'oppose le principe de nullum crimen sine lege de l'article 22 du statut de Rome. Or, dans l'affaire Bemba, votre cour retenait que ce principe, et je cite, « n'empêche pas la Chambre de recourir à d'autres sources de droit chaque fois que nécessaire pour déterminer le contenu précis de la définition d'un comportement criminel spécifique. » En suivant cette interprétation, à l'égard de l'article 8 de B4, votre cour ne ferait donc que combler un vide juridique. De plus, dans la jurisprudence Taganda, votre cour, encore une fois, retenait que l'article 8.2b du statut doit s'interpréter à la lumière et conformément au droit international humanitaire coutumier. Ainsi, la pollution de l'île constitue bel et bien l'épine dorsale de l'affaire. Les membres de Blue Water ont déversé massivement des barils de produits chimiques dans la rivière la plus importante de l'île de Katawa. Notons bien que cette rivière irriguait l'entièreté des cultures agricoles de cette population, causant donc un dommage étendu. De plus, ces pollutions causent des dommages difficilement réversibles et donc durables. Et enfin, ce dommage doit également être grave. Ainsi, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 l'indique explicitement. La dégradation de l'environnement a un effet disproportionné sur les peuples autochtones, dont le mode de vie dépend de la nature en termes matériels, sociaux et symboliques. Sur l'île de Katawa, les échos de la violence se font encore entendre. Dans les lagons de l'île, sur les pentes du volcan Maui et au sein des communautés Katawaï, les souffrances des victimes peinent à être écoutées. Un grand cri pour personne. Sur ces mots, honorable juge, si vous me permettez, je laisserai désormais la parole à ma consoeur, Maître Siri. Je vous remercie. Madame la Présidente, honorable juge,
membres de la cour. La nature se meurt. La nature se meurt et l'entrepreneur en est son bourreau. Par l'intermédiaire de ces entités que l'on appelle ironiquement des personnes morales. Alors habituellement, lorsque l'on évoque la justice pénale internationale, on songe davantage à la responsabilité du chef militaire. Pourtant, dès sa genèse, la justice pénale internationale s'est intéressée à la responsabilité des dirigeants d'entreprises et au corporatisme qui l'accompagne. À Nuremberg, ce furent notamment les dirigeants des groupes Krupp, Flick et IG Farben. Aujourd'hui encore, ce mouvement se poursuit en Suède avec les dirigeants de Lundin Oil. Et demain, comme nous vous le démontrerons, ce seront John Clackett et Denis Smokers devant la Cour pénale internationale. Tantôt co-auteur indirect, auteur indirect, ou responsable en tant que supérieur hiérarchique, voilà autant de modes imputables aux deux suspects. Alors, afin de satisfaire les conditions d'engagement de leur responsabilité au sens de l'article 25.3a du statut, l'auteur doit disposer sur le crime d'un réel contrôle. M. Clackett et M. Smokers ont ainsi dirigé la commission des crimes. Ils ont décidé si et comment ces crimes allaient être commis. John Clackett, de son côté, a élaboré la mission de destruction de l'île et son envahissement. Il a donné des lignes directrices claires en embauchant la société Bluewater, soumise à donc des négociations, puis un contrat. Denis Smokers, de son côté, a lui-même déployé ses subordonnés. Il a dirigé les actions de ses agents afin de se débarrasser des Katawa. Cet appui logistique se confirme en ce que Bluewater est une structure organisée et hiérarchisée, rattachée depuis 2015 à un groupe de 20 entreprises de sécurité privée, anciennement dirigées par un militaire, Adam Tapsou. En s'insérant dans un tel réseau d'entreprises, les ressources logistiques à la disposition de Bluewater sont devenues intarissables. Et la mise en œuvre des ordres reçus du directeur général, Denis Smokers, automatique. Ainsi, tous deux à la tête de leur entreprise respective, c'est de concert que les suspects ont décidé d'attaquer l'identité culturelle des Katawa, par le biais de l'article 25.3a, par la coaction indirecte. Ils ont agi ensemble. Et comme le rappelait la jurisprudence Almadi, leur action coordonnée a permis à l'aboutissement et à la réalisation des éléments objectifs des crimes. Dans leur but ultime de faire fuir les habitants de l'île, ils ont dessiné un réel plan commun. Un plan commun issu d'une négociation, de l'embauche d'une entreprise à une autre, dans laquelle les mots de mercenaires, soldats, militaires cèdent leur place à un discours de compagnie beaucoup plus consensuel, d'entreprise, d'employés, de sécurité. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Certes, ces deux vocables sont différents, mais ils renvoient pourtant à une même réalité. L'usage d'une violence extrême pour décimer une population. Ainsi, sans le financement et l'embauche de Naelis, Denis Smokers n'aurait jamais de lui-même envoyé ses hommes. En ce sens, la contribution de chacun des suspects fut essentielle et interdépendante à la réalisation d'un tel plan commun, comme l'entend la jurisprudence Lubanga. Mais là n'est pas le seul mode de responsabilité imputable aux deux suspects. Il s'avère que l'homme d'affaires, qui est John Clackett, s'est érigé en auteur derrière l'auteur. Derrière son gant de velours se cache une main de fer. Et c'est parce qu'il est lié par un contrat, lexique ultime de l'entrepreneur, source d'obligations de rémunération, que les agents de Bluewater n'ont pu céder et ont agi automatiquement sous ses ordres. Toutefois, Denis Smokers ne peut pas montrer patte blanche.
Il s'agit désormais de prouver sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique civil. Effectivement, Denis Smokер disposait de l'obligation d'empêcher, de réprimer ou bien de référer les crimes de ses employés au sens de l'article 28b du statut. Ses subordonnés étaient nécessairement amenés à exécuter automatiquement ses ordres, cela dans une structure quasiment militaire, ce qui caractérise le contrôle effectif. Effectivement, Denis Smokер n'était pas dans la capacité de donner des ordres suffisamment nécessaires pour pouvoir empêcher ou réprimer les crimes de ses subordonnés. Car effectivement, le semblant de licenciement de son directeur des opérations extérieures, Jules Chaussette, n'a pas eu d'effet concret, puisque même après celui-ci, les crimes ont continué à se perpétrer. Ainsi, au sens de la jurisprudence Bemba, ce critère n'est pas caractérisé. Un voisin, un autre, d'autres, disparaissent les uns après les autres. Un cauchemar, puis 2, puis 12, s'entrelacent sans jamais s'estomper. Ils demeurent, étouffant le corps écorché des Katawaï. Et cette mémoire trop remplie, nous avons la charge de vous la présenter à la lumière crue de l'explication factuelle. Pour ce faire, la population du Katawaï se tourne vers vous, la Cour pénale internationale, son dernier espoir. Ainsi, au vu des préoccupations exposées, la Cour est compétente pour les crimes commis sur son territoire, qu'il s'agisse des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Et à cet égard, la Cour doit retenir la responsabilité de John Claquette et Denis Smokер en écartant, comme à son habitude, l'obstacle de l'immunité. Alors, ne dit-on pas que l'homme est le produit de son environnement? Mais que devient-on dans une telle désolation? Au Wata, le soleil n'est plus qu'un astre froid. Les arbres sont morts, les rivières pétrifiées. Notre civilisation du gigantisme, arrachant les richesses du sol, a déraciné toute une population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître, pour votre plaidoirie. Est-ce qu'il y a encore une autre intervention du côté des représentants légaux des victimes? Non. Madame la Présidente, non. Je n'en trouve pas. Je vous remercie. Je ne sais pas si mes collègues voudraient poser des questions à cette étape de notre exercice. Très bien. Je vais donc donner la parole. Je me tourne vers les conseils de la défense. Vous avez la parole. J'espère que vous resterez dans les limites aussi de votre intervention. Merci. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme l'aurait dit Albert Camus dans L'homme révolté. C'est dans cette logique du révolté que le Conseil de la Défense se présente aujourd'hui dans ce procès pour démêler les vrais du faux à travers les accusations infamantes portées contre John Claquet et Denis Smokер. Madame la Présidente, honorables juges, nous vous démontrerons l'un après l'autre tout d'abord que votre prestigieuse cour est incompétente pour connaître de cette affaire et je me chargerai de cette tâche. Ensuite, ma consoeur Déborah Sabanga interviendra pour établir que les statuts de John Claquet est opposable devant votre cour en raison de ses immunités. Elle sera suivie par Maître Mujinga, qui prouvera à son tour qu'il n'existe aucun élément de preuve suffisant permettant d'établir de motifs substantiels de croire que John Claquet et Denis Smoker auraient commis des crimes qui leur sont imputés. Finalement, Maître Christopher Piana prouvera que John Claquet et Denis Smoker ne peuvent être
tenus pour responsables dans la présente cause. Mais de quoi s'agit-il, votre honneur? Il s'agit de deux hommes, John Claquet et Denis Smoker, accusés injustement de crimes qu'ils n'ont ni commis ni orchestrés. Deux personnes que l'accusation essaie de tenir pour bouc émissaire, pendant que les vrais auteurs, Stacy Adam et Jules Chaussette, qui ont véritablement été aux commandes, des actes de violence déniés, se promènent librement. Plus regrettable encore, l'acte d'accusation est tantôt basé sur des bruits qui courent comme une radio-trottoir, tantôt sur des statistiques peu constantes. Dans tout ceci, le procureur semble superbement ignorer la fonction du Premier ministre de John Claquet ainsi que ses humilités. Face à cette injustice, l'accusation et le conseil des victimes crient vengeance, alors que le collectif de la défense crie justice. La défense place ainsi votre cour entre l'injustice et la justice, la vengeance et la raison. De quel côté serez-vous? Après ce bref exposé des faits, la défense va procéder à vous démontrer que votre cour est incompétente. Madame la Présidente, honorable juge, la défense est étonnée d'entendre les conseils des victimes soutenir devant votre cour que le retrait du HATA n'a aucune incidence sur votre compétence. Pourtant, au terme de l'article 127 du statut de Rome, tout État participé par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'est retiré du présent statut. Le retrait prend effet 1 an après la date à laquelle il a été reçu, à moins que celui-ci ne prévoie une date postérieure. Le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait commencé à la date à laquelle il a pris effet. À la lumière de cette disposition et en se référant à la trame factuelle, il ressort que le HATA s'est retiré du statut de Rome en date du 8 octobre 2019 et que ce retrait n'a pris effet qu'en date du 8 octobre 2020. Or, ce n'est qu'en date du 20 décembre 2020, soit 2 mois plus tard, après la prise d'effet du retrait du HATA, que la Chambre a autorisé le procureur à ouvrir une enquête. Il est vrai que dans son exposé écrit, dans ses écritures, le Conseil des victimes cite les affaires Burundi ainsi que Philippines pour défendre une thèse indéfendable et improbable. Mais il y a à y voir de près, la Cour a eu à considérer dans l'affaire relative à la situation du Burundi, Chambre préliminaire 3, décision du 25 octobre 2017 au paragraphe 23, qu'elle devra donc définir les conséquences juridiques de ce retrait, le retrait du Burundi au cas d'espèce, sur la demande et les obligations qui incomberaient au Burundi relativement à une enquête, si celle-ci était autorisée. Il ressort de cette décision que la compétence de la Cour n'est pas acquise de manière absolue. Il faut que la Cour ait autorisé l'ouverture d'une enquête avant la prise d'effet du retrait. Les statuts de la Cour établissent une nette différence entre l'examen préliminaire et l'ouverture d'une enquête en son article 15. L'affaire relative aux Philippines va dans la même idée et indique que l'examen préliminaire n'est pas une enquête. De plus, le Conseil des victimes évoque dans l'affaire relative aux Philippines pour tenter de soutenir que votre Cour continue d'être compétente pour les crimes qui ont été commis avant le retrait du HATA. Pour sa part, la défense trouve raisonnable de considérer que chaque affaire évoquée devant votre Cour par une partie doit être interprétée dans son contexte. En effet, cette position de la Cour dans la situation aux Philippines trouve sa justification dans le fait
que les Philippines s'étaient retirées avec effet immédiat. Dans leurs opinions dissidentes, les juges Marc Perrin-Brichambault et Gosha Lord Kipanide considèrent que la Cour ne peut exercer sa compétence à l'égard de la situation aux Philippines, puisque les retraits des Philippines au statut est devenu effectif avant que le procureur ne demande l'autorisation de l'enquête. Dans ce cas également, le procureur a obtenu l'autorisation d'enquête le 20 décembre, alors même que le retrait du Ouattara avait déjà pris effet en date du 8 octobre 2020. Par conséquent, la Cour se déclarera incompétente pour connaître de l'affaire. Madame la Présidente, honorable juge, le Conseil des victimes est également surpris d'entendre que la défense pose la compétence territoriale de la Cour sur l'article 12 du statut, prétextant que les crimes qui ont été commis sur les territoires du Ouattara ont été commis sur un territoire de l'État partie. Alors qu'au regard de la démonstration que nous venons de vous faire, ni le Ouattara ni le Waka Waka ne sont État partie au statut des Roms et que par conséquent, la Cour ne peut être compétente. Vous allez donc vous déclarer pour cela incompétent. Madame la Présidente, honorable juge, à présent, avec votre permission, je voudrais que la parole soit accordée à Maître Deborah Sabanga pour développer le deuxième point de nos observations, tout en vous remerciant pour votre attention. Merci Madame la Présidente pour la parole accordée. Honorable juge. Il ne fait aucun doute que la justice, pour les crimes horribles commis partout ailleurs, doit être exigée et que même les personnes qui exercent le pouvoir au sein d'un État peuvent être poursuivies. Néanmoins, les règles consacrées et convenues dans le statut de Rome doivent être respectées, même si cela conduit à des résultats désagréables comme celui de protéger certains dirigeants des États non partis au statut de Rome. Le Conseil de victimes justifie l'impertinence des immunités de John Claquet en évoquant le paragraphe 2 de l'article 27 du statut de Rome. Au Conseil de la Défense, donc, de préciser que l'article 27, paragraphe 2 du statut de Rome, est une clause contenue dans une convention internationale. Et cette dernière ne peut s'appliquer qu'aux États qui y ont consenti. Madame la Présidente, distinguée juge, il est donc juridiquement inconvenable de soutenir devant votre cour que les immunités de John Claquet n'ont pas été violées et n'ont aucune pertinence ni incidence en la présente affaire. En effet, affirmer gratuitement un tel point de vue revient à méconnaître les règles fondamentales du droit international. La lecture combinée des articles 27 paragraphe 2 et 98 paragraphe 1er du statut de Rome renvoie à considérer que l'effet relatif des conventions doit être pris en considération. Ces dispositions, bien entendu, est donc en parfaite harmonie avec l'article 34, l'article 34 du statut de la Convention de Vienne sur le droit de traité de 1969, qui prévoit qu'un traité ne crée ni obligation ni droit pour un État tiers sans son consentement. C'est donc dans ce contexte que le régime juridique de l'article 27 ne s'applique ordinairement qu'aux États partis au statut de Rome, tel qu'il a été affirmé par la Cour dans sa décision du 11 décembre 2017 au paragraphe 35, affaire le procureur contre Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Ainsi, tel qu'il a été retenu dans la décision du 9 avril
2014 au paragraphe 27 également, toujours dans l'affaire le procureur contre Omar el-Béchir, la Cour, lorsqu'elle est amenée dans l'exercice de sa compétence à poursuivre le chef d'un État non parti, la question des immunités peut valablement se poser. La solution envisagée par le statut pour résoudre un tel conflit se trouve à l'article 98, paragraphe 1er, qui prévoit que la Cour doit s'assurer la coopération de l'État tiers aux fins de la renonciation ou de la levée de l'immunité du chef de cet État. Dans le même sens, la Cour a considéré que l'effet de l'article 27, paragraphe 2 du statut de Rome, tel qu'il vient d'être décrit, concerne tant les relations verticales entre un État parti et la Cour que des relations horizontales, c'est-à-dire des relations interétatiques entre États partis au statut de Rome. Ainsi, reprend la Cour, il va sans dire que cela ne s'applique qu'aux États qui ont consenti à ce régime, et donc, au premier chef, aux États partis au statut de Rome, ou aux États qui ont accepté sa compétence en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du statut de Rome. Pour dire les choses plus clairement, précise la Cour, à moins d'obtenir à l'avance la levée de l'immunité, la Cour ne peut en principe demander à un État parti d'arrêter le chef d'un État non parti au statut de Rome et de le lui remettre, paragraphe 82 de l'arrêt de la Cour en 2017. Or, dans le cas d'espèce, le mandat d'arrêt émis à l'encontre de John Claquet, Premier ministre de l'État du Waka Waka, en date du 23 mai 2022, est en criante violation avec l'article 98, paragraphe 1er du statut de Rome et de sa jurisprudence constante. En effet, ce mandat d'arrêt consistait à remettre à la Cour un président d'un État non parti au statut de Rome sans pour autant qu'une levée des immunités ait été accordée. Considérant ce qui vient d'être démontré, la Cour dira qu'en la présente affaire, le statut de John Claquet lui empêche d'exercer sa compétence à son endroit. À présent, Madame la Présidente, honorable juge, après vous avoir démontré que dans les cas d'espèce, l'effet relatif de convention s'applique, je vous prierai avec votre permission d'accorder la parole à Madame Shekina Mujinga, qui vous démontrera qu'aucune charge ne doit être retenue à l'encontre de John Claquet et de Denis Smoker. Merci, maître. Nous donnons alors la parole à votre consoeur. Vous avez la parole, maître. Votre honneur, vous venez d'entendre maître Kitenge et maître Sabonga vous démontrer que votre cour est incompétente pour connaître de cette affaire et que la qualité de M. John Claquet a une incidence sur les procédures engagées à son encontre. À présent, nous vous démontrerons au regard d'éléments de fait et des preuves qu'il n'existe pas des motifs substantiels de croire que M. John Claquet et Denis Smoker ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Honorable juge, le cadre contextuel de la commission des crimes contre l'humanité nécessite la réunion de certains éléments dont la défense n'estime pas être remplie, notamment l'attaque ainsi que la connaissance des caractères généralisés ou systématiques de celle-ci, au sens de l'article 7 du statut de Rome. Les éléments des crimes en son article 7 disposent que l'attaque consiste en la commission d'actes multiples visés au paragraphe 1er de l'article 7 du statut de Rome à l'encontre de la population civile quelle qu'elle soit, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation. Et cela a été rappelé dans plusieurs affaires de la Cour pénale internationale, notamment dans sa décision du 31 mars 2010, dans l'affaire relative à la situation en République du Kenya, décision relative à la demande d'ouverture d'une enquête. Également, dans l'affaire le procureur contre Germain Katonga et Mathieu Ngudjolo, décision de la Chambre préliminaire 1 du 30 septembre 2008. Or, Blue Water exécutait une politique conçue et élaborée par Stacey Adams, qui est la directrice financière d'une société et qui avait accompli ses activités non pas avec l'accord de M. John Claquet, encore moins celle de M. Denis Smoker.
S'agissant du critère relatif à la connaissance de l'attaque, pour John Claquet et Denis Smoker, celle-ci ne peut être établie en raison du fait qu'au sens de l'article 7 alinéa 2 des éléments du crime, de l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba, jugement du 21 mars 2016, rendu par la Chambre de première instance, John Claquet et Denis Smoker n'avaient nullement l'intention de lancer une attaque généralisée ou systématique, mais également ceux-ci n'ont en aucune manière admis une connaissance de fait et qu'il a encore moins été établi d'une quelconque façon que, par de moyens de preuve directs ou indirects, des déclarations faites par John Claquet ou Denis Smoker démontraient qu'ils avaient connaissance d'une quelconque attaque revêtant ces caractères se produisant sur le territoire du Kataouaï. De ce fait, considérant que le cadre contextuel pour retenir la commission des crimes contre l'humanité n'est pas rempli, tout en sachant que ces conditions sont cumulatives au sens de l'article 7 du statut de Rome, vous retiendrez qu'aucun fait matériel constitutif de ces crimes ne peut être établi. Et en ce qui concerne les accusations des crimes de guerre, la défense confirme qu'il est vrai qu'au sens de l'article 8 du statut de Rome, des éléments du crime et de l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba dans son jugement du 21 mars 2016, il est exigé que les crimes de guerre ne peuvent être établis que dans un contexte de conflit armé. Bien que le Conseil de victimes soutienne qu'il s'agisse d'un conflit armé non international et qu'en effet, les crimes de guerre peuvent être établis compte tenu des actes commis sur ces territoires pendant cette période de conflit armé non international, la défense estime tout de même que, bien qu'en présence d'un conflit armé non international, aucun acte matériel constitutif des crimes de guerre ne peut être établi. Car, relativement aux meurtres survenus pendant la période du conflit armé, il ne s'agit pas de celle de la population civile au sens de l'article 13 du protocole additionnel 2, mais plutôt de cette population qui, au sens de la linéa 3 de ce même article, ne peut bénéficier d'une protection car celle-ci a pris part aux hostilités. Et en ce qui concerne les actes matériels de pillage, le Conseil de la Défense tient à préciser que, conformément à ce qui ressort du jugement de la Chambre de première instance dans l'affaire le procureur contre Jean Bosco Tanganda, il ne peut être retenu le fait matériel de pillage, car aucune preuve ne démontre à ce jour que le bien ont servi à une appropriation à des fins privées ou personnelles. Et la défense justifie ces actes dans les cadres d'une nécessité militaire, car les Kataouaïs s'étaient constitués en maquis de résistance. Et s'agissant de la destruction de temples et de monuments des peuples Kataouaïs, ces attaques se justifient du fait que ces lieux ont servi d'objectifs militaires à ce peuple constitué en maquis de résistance pour lutter contre les personnes qui exerçaient une sécurité envers la société nali sur leur territoire. Et en conséquence, ces lieux ayant servi à des objectifs militaires ne peuvent bénéficier de la protection due aux édifices religieux et aux monuments historiques prévus en l'article 8, paragraphe 2, littéra E, point 9 du statut de Rome. Et relativement aux atteintes graves et étendues durables à l'environnement prévues à l'article 8 également du statut de Rome, comme constitutifs des crimes de guerre, cette disposition dans les statuts de Rome concerne les conflits armés internationaux et ne peut donc se voir être appliquée dans les cadres d'un conflit armé non international que le Conseil des victimes a également admis. Considérant que nous sommes arrivés à la fin du troisième point de notre observation relative aux charges qui ont été retenues contre M. John Claquet et Denis Smoker, nous vous prions, Madame la Présidente, d'accorder la parole à Maître Christopher Mpiana pour aborder les questions relatives à la responsabilité de M. John Claquet et Denis Smoker, qui ne peut pas être retenu en la présente cause. Nous avons dit.
Merci beaucoup. Nous donnons la parole au suivant, à Maître Christopher. J'ai oublié le nom, au risque de l'écorcher. Madame la Présidente, distingués juges, toute procédure judiciaire, lorsqu'elle est engagée, est le commencement d'une histoire. Un récit qui met en jeu des lieux, de dates et la vie des hommes que j'ai en ce jour l'honneur de défendre. La vie des hommes blessés dans leur dignité et accusés à tort d'avoir commis de crimes graves. Qu'il me soit permis, Madame la Présidente, de vous rappeler que les questions liées à la responsabilité pénale sont incontournables, car elles sont l'aboutissement de toute procédure judiciaire initiée devant votre cour. Et à ce sujet, il ne suffit pas pour l'accusation de caractériser un crime, encore qu'il faut déterminer que les personnes accusées d'avoir commis ce crime l'ont également fait et qu'ils sont bel et bien responsables et doivent en répondre pénalement. Et c'est dans ce sens que votre cour, dans la chambre préliminaire 1, dans l'affaire Thomas Lubanga Dilo, décision du 24 février 2006, relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt, a signalé, et en précisant que l'adjectif commis suivant ce précédent, je cite, renvoie aux différents modes de responsabilité, la perpétration criminelle pouvant avoir lieu soit au titre individuel ou de participation, soit au titre principal ou subsidiaire. S'inscrivant donc dans cette logique, l'essentiel de mon observation consistera à vous démontrer en 2 points que, premièrement, que la responsabilité pénale individuelle de John Claquet et de Denis Smoker ne peut être établie par coaction indirecte et qu'en plus, M. Denis Smoker, alors chef militaire, ne saurait engager sa responsabilité étant que telle du fait qu'il n'exerçait pas un contrôle effectif sur ses troupes pendant le déroulement des attaques de juin à octobre 2017 et qu'ensuite il a pris des mesures nécessaires tendant à réprimer l'auteur principal de ces actes. Pour le premier point, au sens de l'article 25, paragraphe 3, point A, la coercion indirecte requiert des éléments, à la fois objectifs et subjectifs, pour sa réalisation. Suivant l'arrêt du jugement de la Cour dans l'affaire Thomas Lubanga, ces éléments objectifs sont notamment l'existence d'un plan commun et la contribution essentielle dans la commission de ces crimes. Et je peux vous avouer, Madame la Présidente, que j'étais inquiet en entendant les avocats des conseils de victimes affirmer, premièrement, que M. Denis, M. John Claquet et Mme Stacey Adams travaillaient main dans la main dans le but d'initier un plan criminel tendant à chasser les populations de Kataray de leur territoire. Ensuite, le dernier avocat dit, en contradiction du deuxième avocat, qu'il s'agissait d'un plan élaboré par Denis Smoker et John Claquet. Ceci crée en effet le doute, et la Cour, dans l'affaire Germain Katanga, a insisté que dans une telle mesure, le principe in dubio pro reo doit s'appliquer. De plus, nous tenons à préciser qu'aucune preuve n'est fournie pouvant vous permettre d'attester
que M. John Claquet et Denis Smoker ont initié ce plan criminel. Car il s'agit en effet d'un plan criminel élaboré aux soins de Mme Stacey Adams, qui poursuivait derrière les investissements qui consistaient à l'exploitation de gisements se trouvant au territoire ouest de l'île du Katawa, avait seul initié. Et plus que cela n'est pas démontré, l'existence d'un plan commun contre les deux accusés ici présents, cet élément ne permet pas d'établir la coaction indirecte. Et s'il faut ajouter à cela, aucunement, il n'est démontré que M. John Claquet a contribué de façon significative à la commission de ce crime. Car s'il est considéré comme auteur intellectuel de ce crime, au sens de la coaction indirecte, et que ce crime est commis par l'intermédiaire des membres du groupe Blue Water, il n'est ici démontré cet élément pour la simple raison que ces membres du groupe Blue Water n'étaient financés que par Mme Stacey Adams. Et les faits permettent en effet de l'attester. Et puisque ces éléments objectifs, consistant à la fois à l'existence d'un accord, d'un projet criminel entre les deux accusés et de la détermination de la contribution essentielle dans la commission matérielle de ces faits, n'est pas établi, vous ne retirerez pas la coaction indirecte. S'agissant de la responsabilité de M. Denis Smoker comme chef militaire, au sens de l'article 28, il faudrait établir que M. Denis Smoker, étant chef militaire, par rapport aux attaques survenues sur le territoire de l'île du Katawa entre juin et octobre 2017, n'exerçait pas un contrôle effectif. Or, le contrôle effectif est une condition substantielle pour engager la responsabilité individuelle d'un chef militaire du fait de ses subordonnés. Ce contrôle effectif au sens de la jurisprudence de la Cour, jugement du 21 mars 2016 dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, exige pour le chef militaire un certain nombre de capacités lui permettant d'empêcher ou de réprimer la commission de ces crimes. Et si dans la même affaire, la Cour a considéré que cette capacité s'exprime au cas par cas, il faudrait, dans cela, faire référence au règlement annexé à la Convention de la Haye numéro 4 du 18 octobre 1904 qui précise, concernant les lois et coutumes de la guerre, texte déclaratoire du droit coutumier, que ce contrôle effectif s'exerce lorsqu'il s'agit d'une zone occupée en dehors du territoire où les forces opèrent par rapport à la présence de la personne accusée parmi les troupes. Et il est démontré que c'était M. Jules Chaussette qui se trouvait sur le terrain en présence lorsqu'il y a eu commission de ce crime. Et de ce fait, M. Denis Smoker ne peut engager sa responsabilité comme chef militaire. Et en plus, il s'est acquitté de son obligation de réprimer en suspendant M. Jules Chaussette, qui est une mesure nécessaire en ce qu'il a empêché la commission de crimes contre l'humanité. Merci. Merci beaucoup, maître. Je crois que nous venons de finir la première étape de notre exercice. Et à notre avis, ici, des points importants ont été relevés de part et d'autre sur la compétence, l'autorité des instruments juridiques internationaux qui fondent ces faits qui nous sont déférés à notre censure. Donc, je vais encore donner la parole à chacun des deux groupes qui sont devant nous. J'espère que les représentants légaux des victimes ont des choses à nous redire et des précisions à apporter. Et donc, sans plus tarder, je vous donne la parole sur ce qui vient d'être présenté par les conseils de l'accusé. Madame la Présidente, honorable juge, membres de la Cour, alors que la défense s'introduit en se disant
crier justice, j'aimerais vous rapporter les paroles d'un célèbre avocat marseillais qui nous disait que ceux qui crient sont souvent moins préoccupants que ceux qui chuchotent. Alors, la défense, visiblement inspirée, nous cite Albert Camus et nous dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Mais mal lire une décision de la CPI, ça n'est guère mieux. Alors j'aimerais rappeler la situation des Philippines, mais surtout la décision de la Chambre d'appel rendue à la majorité par les juges qui autorisait le procureur de la CPI à reprendre les enquêtes relatives à la situation en République des Philippines, même si son retrait du statut est apparu avant l'ouverture d'une enquête. Ainsi, la clause de continuité du paragraphe 2 de l'article 127 du statut relatif à la conservation de la compétence s'applique dès l'examen préliminaire de l'affaire, ce qui permet dans notre cas de rendre votre cour compétente dans la même temporalité que dans l'affaire des Philippines. Ensuite, la défense a évoqué le problème des immunités. Il avance également le principe d'égalité souverain des États qui se constitue comme une norme de jus cogens en droit international. C'est vrai. Mais comme souvent en droit, tout est une question d'équilibre, de mise en balance. Et sans ça, la balance qui se trouve sur le drapeau de la CPI juste derrière vous n'aurait pas sa place ici. Une mise en balance avec un autre grand principe de jus cogens, la répression des pires crimes de droit internationaux. Ainsi, dans l'affaire Nikolić du TPY, qui est applicable devant votre cour en vertu de l'article 21.1c, il a été retenu clairement que le préjudice causé à la justice internationale par la non-arrestation d'un fugitif accusé des violations graves du droit international humanitaire est comparativement plus élevé que le préjudice, le cas échéant, causé à la souveraineté d'un État par une arrestation limitée sur son territoire. Enfin, la défense avance le principe de l'effet relatif des traités afin de soutenir que le régime de l'article 27.2 du statut ne s'applique pas au Waka Waka. Toutefois, l'article 38 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique clairement, et je cite, que l'article 34 de cette Convention, qui prévoit l'effet relatif des traités, ne s'oppose pas à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un État tiers en tant que règle coutumière du droit international reconnu comme telle. Et comme votre cour l'a expliqué dans l'affaire Al-Bashir, dans son arrêt d'appel, que la défense a également oublié de lire, il revient à celui qui invoque une coutume contraire, selon laquelle les immunités des chefs d'État ne joueraient qu'en présence de crimes de droit international, de le démontrer. Aussi, j'aimerais revenir sur le fait que la défense évoque l'état de nécessité pour justifier la commission de tels crimes. Mais au sens de l'article 31D, l'état de nécessité doit être adopté sous une contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, à la condition qu'elle n'a pas eu l'intention de causer des dommages plus grands que celui qu'elle cherchait à éviter. Et dans notre présente affaire, les civils ont commis des actes de désobéissance civile. Ils se sont mobilisés pour filmer les violences qu'ils subissent eux-mêmes. Je ne pense pas que filmer une scène à l'aide de son téléphone constitue une attaque imminente et grave à l'intégrité physique. Enfin, la défense revient sur le plan commun de Nahalis, qui ne pourrait pas être justifié. Toutefois, j'aimerais rappeler et réitérer que Nahalis a embauché Bluewater. Et par l'embauche, il y a nécessairement des discussions,
des échanges, des négociations. On parle de quelle va être ma mission, que vais-je devoir faire pour telle entreprise. Effectivement, lorsqu'on parle d'une entreprise de sécurité privée, on peut évoquer le document de Montreux. Document de Montreux dans lequel il est écrit que lorsque l'on embauche une entreprise de sécurité privée, eh bien, le contrat doit être soumis à des clauses qui précisent précisément la nature des actions qui vont être menées. Alors, je ne vois pas dans quel cadre Naalis et Bouateur et leurs deux dirigeants, Denis Smokers et John Claquette, ne se seraient pas mis d'accord, ne seraient pas mis en accord, donc, et n'auraient pas conscience des actes qu'ils allaient mener par la suite. Honorables juges, membres de la Cour, les représentants légaux des victimes réitèrent leur demande, celle de confirmer les charges pour ceux que nous représentons, pour ceux qui dorment et ne se réveilleront plus, pour ceux qui restent éveillés mais ne ferment pas les yeux, pour ceux qui ont la rage au ventre, pour ceux qui iront devant vous, la peur au ventre, pour ceux qui se sont fait plumer, mais surtout pour ceux qui ont pris leur plume pour vous contacter. Que dans cette affaire, il est question d'autant de ceux que de pollution. Alors, pour ceux qui vivent tout cela et beaucoup d'autres encore. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, maître. Je me tourne encore vers le Conseil de la Défense. Avez-vous autre chose à ajouter? Si oui, allez-y. Merci, Madame la Présidente, pour la parole accordée une fois de plus. La duplique du Conseil de la Défense rencontrera 4 points. Premièrement, la question relative à la compétence de la Cour. Deuxièmement, la question relative à l'immunité de John Claquet. Troisièmement, démontrer que les Blue Waters ont agi en cas de nécessité militaire. Et quatrièmement, démontrer que Naalis n'est pas John Claquet. Concernant la question de la compétence de votre Cour, en effet, le Conseil de la Défense attire l'attention du Conseil des victimes sur les véritables concepts employés dans la jurisprudence de la Cour. En effet, dans la situation relative aux Philippines, il s'agit plutôt de reprendre les enquêtes. Ce concept, reprendre les enquêtes, suppose que préalablement, il existait des enquêtes. Deuxièmement, sur la question relative à l'immunité de John Claquet qui a été violée dans la présente affaire par l'émission du mandat d'arrêt. Le Conseil de la Défense tient préalablement à souligner que le concept immunité n'est pas égal à impunité. La Cour d'ailleurs le rappelle dans l'affaire, la Cour internationale de justice le rappelle d'ailleurs dans l'affaire du mandat d'arrêt du 1er avril 2000 rendu le 12 février 2002. Le Conseil des victimes donne un devoir au Conseil de la Défense de démontrer une coutume contraire parce que reconnaissant une valeur coutumière à l'article 27, paragraphe 2e. Au-delà de démontrer une coutume contraire, le Conseil de la Défense démontrera plutôt l'inexistence d'une telle coutume. En effet, pour qu'une règle soit coutumière, il faudra qu'elle remplisse 2 éléments cumulatifs. Premièrement, l'existence d'une pratique et deuxièmement, l'acceptation de cette dernière par les États comme étant le droit. Or, s'il existe une coutume, il faudra démontrer une pratique acceptée par les États comme étant les droits. S'agissant des immunités des chefs d'État ou encore des premiers ministres ou des ministres des Affaires étrangères des États, les sujets primaires du droit international sont clairs. Relativement à l'arrêt
du 6 mai 2019 rendu par votre cour dans l'affaire Omar Hassan El-Béchir, plusieurs délégations ont critiqué la décision de la Cour en ces termes. Premièrement, nous commençons par le Cameroun, qui insiste sur le respect de l'immunité devant les institutions qui dérivent de la souveraineté des États s'agissant des États tiers. Israël, par contre, estime que la décision ne clôt pas le débat, se prête à de nombreuses interprétations et d'applications limitées. Sans même parler de l'Union africaine qui représente plus de 70 États d'Afrique qui contextent expressément la décision de la Cour. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni considère que la question des immunités ne devrait pas s'appliquer aux États tiers, conformément à l'article 98, paragraphe 1er du statut de Rome. Le Soudan, d'ailleurs, est plus critique dans cette circonstance, puisque la question était relative à son État, à son territoire. Madame la Cour, s'il est admis que les États sont les sujets primaires du droit international, alors ce sont ces derniers qui ont manifesté l'inexistence d'une acceptation d'une quelconque pratique comme étant le droit. Et donc le caractère coutumier ne vaut pas, parce qu'il lui manque bien entendu un élément substantiel et constitutif. S'agissant bien entendu de la question relative à la nécessité militaire, le Conseil de la Défense tient à démontrer que s'il est survenu sur le territoire du Ouatta des attaques contre les commerces, les temples, c'était en cas de nécessité militaire. Madame la Cour, une question peut être posée en ce jour. Que feriez-vous si vous saviez que l'ennemi était dans cette audience et que vous n'aviez qu'un seul moyen que celui d'attaquer cette salle? Que feriez-vous si vous saviez que les maquis de résistance ainsi que des sites d'armement se retrouvaient plutôt dans les temples et que ceux-ci devraient être attaqués et ne bénéficiaient d'aucune protection au regard du droit international humanitaire dans ces circonstances? Évidemment, le critère de nécessité militaire ou même la situation de nécessité militaire légitimise l'attaque des Blue Water à l'encontre des temples qui se trouvaient sur les territoires du Ouatta. Mais en plus, ce que le Conseil des victimes n'arrive pas à démontrer, c'est qu'il existait bien un plan commun entre Denis Smokers et John Clackey visant à faire fuir la population du Ouatta de son territoire. Évidemment, ils se fondent sur des suppositions. Bon, on suppose qu'un contrat a été conclu, on suppose qu'il y a eu des négociations, on suppose qu'il y a eu... Mais Madame la Cour, vous n'êtes pas appelée à statuer sur des suppositions, mais plutôt sur des preuves, donnant des motifs substantiels de croire, non seulement que des crimes ont été commis, mais qu'ils ont été commis par ceux qui sont accusés en ce jour. Mais en plus, le Conseil des victimes ignore des événements très importants dans la trame factuelle. C'est qu'il existe une actrice qu'ils veulent tout simplement ne pas considérer, juste parce qu'ils veulent faire porter le chapeau à John Clackey et Denis Smokers. Au-delà d'une actrice, il existe deux acteurs. Il s'agit de Jules Chaussette et de Madame Stacey Adams. Et in fine, d'ailleurs, il est précisé que cette dernière est allée de manière en cachette vouloir indemniser les victimes à l'insu de tout le monde. N'est-ce pas là un acte qui prouve d'une manière ou d'une autre qu'elle est liée par les actes qui sont produits sur le territoire du Ouatta et que ce n'est pas le dirigeant de la société Nalis, M. John Clackey. Madame la Présidente, honorable juge, tel que vous l'avez retenu dans l'affaire Germain Katanga, les questions relatives à la responsabilité pénale sont d'interprétation stricte. Et le corollaire de ce principe est in dubio pro reo. Nullement le doute ne peut profiter au Conseil des victimes. Le doute doit plutôt profiter à celui qui est suspecté en ce jour, à celui dont l'honneur est complètement piétiné, à celui qui représente un État dont la souveraineté est profondément atteinte.
il doit profiter à John Claquet, puis à Denis Smoker. En considérant ce qui vient d'être dit, le Conseil de la Défense réitère son dispositif. Nous avons dit. Merci beaucoup. Chers collègues, nous arrivons à la fin des plaidoiries des uns et des autres. Et je crois que ces plaidoiries apportent quelques questions, quelques préoccupations de part et d'autre. Je voudrais d'abord laisser la parole à M. Léo. S'il s'agit de la préséance, vous êtes le plus jeune d'entre nous deux. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous les posez avant que je ne donne la parole à la juge Ibanez. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ne vous inquiétez pas, la différence d'âge ne se remarque absolument pas. Donc j'ai plusieurs questions. D'abord, j'ai une question pour les représentants légaux des victimes et ensuite j'aurai une question pour la défense. Tout d'abord, je vais commencer par rapport à la qualification de conflit armé non international. Dans le dossier, il apparaît clairement que les motivations de Blue Water sont économiques. Et j'aurais aimé savoir si ces motivations peuvent avoir un effet sur la qualification de conflit armé non international. Merci. Je vous remercie pour votre question, monsieur le juge. Les motivations économiques de Blue Water n'ont en l'espèce pas nécessairement d'influence sur la qualification de conflit armé non international, puisque le droit international humanitaire ne connaît pas de ce que l'on appelle les raisons qui poussent à la guerre, mais bien les faits qui permettent de déterminer que plusieurs parties à un conflit s'affrontent de manière prolongée, de manière violente sur un territoire donné. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une autre question, toujours relative au conflit armé international, cette fois-ci au crime dont vous avez fait mention, notamment l'attaque contre les civils et les attaques contre les bâtiments protégés. Et j'aurais aimé savoir s'il existe, dans quel contexte cette attaque doit être perpétrée. Merci. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question, s'il vous plaît ? J'aurais aimé savoir s'il existe une jurisprudence concernant les attaques contre les civils, et notamment savoir si l'attaque contre les civils doit être perpétrée dans le cadre de la conduite des hostilités ou est-ce qu'elle peut être perpétrée en dehors de la conduite des hostilités. Alors, s'agissant de la qualification d'une charge en tant que crime de guerre, il est en effet nécessaire qu'il existe un nexus entre les actes perpétrés et le conflit armé. Ainsi, les actes perpétrés, notamment les attaques des civils, doivent s'inscrire dans la conduite des hostilités. En l'espèce, tel était le cas, puisque Blue Water était premièrement largement engagé dans les hostilités contre l'État du Wata, mais également contre les Katawahi, qui étaient la cible première d'une guerre qui se menait dans des villages, sur une population donc totalement civile, afin de semer la terreur et finalement de faire fuir les Katawahi comme nous l'avons démontré auparavant. Ainsi, en l'espèce, toutes ces attaques s'inscrivaient bel et bien dans ce contexte de conflit armé non international qui opposait certes les forces du Wata et Blue Water, mais également avait pour objet d'atteindre directement la population Katawahi. Merci beaucoup. J'ai une question pour les représentants de la défense. Donc, j'ai bien compris que vous plaidez qu'il n'existe pas de plan commun au niveau de l'article 25A. J'aurais seulement aimé savoir si, selon vous,
puisque les représentants légaux des victimes ont plaidé un tel plan commun au niveau de l'article 25.3a. J'aurais voulu savoir si pour vous il est possible qu'un tel plan commun ait été mis en place au niveau de l'article 25.3d. Merci. Merci pour la question. Merci pour la question, monsieur le juge. Concernant l'existence du plan commun, si cela peut s'appliquer dans le sens du point D de l'article 25, il faudrait faire pour cela la part de choses. L'article 25, parlant de la commission par participation criminelle, renvoie à deux possibilités, la coaction directe et la coaction indirecte, qui des deux exige un plan commun. Mais s'il s'agit de la commission à titre accessoire qui peut prendre la forme d'une complicité, il n'est pas nécessaire d'établir cet élément objectif que l'existence d'un plan commun. Merci. Merci beaucoup, monsieur le juge. Madame la juge Ibanez, nous avons besoin de votre éclairage dans le cadre de cet exercice. Merci, Madame la Présidente. On a parlé aujourd'hui des modes de responsabilité divers, nettement, les modes de responsabilité de l'article 28b. Sur la responsabilité des hiérarchies du civil, des supérieurs. Mais il y a des autres modes de responsabilité dans les statuts de Rome, nettement. Les modes de responsabilité de la perpétration, qui est dans l'article 25.3a. Et cette question est pour les deux équipes. La décision de l'appel de la Chambre d'appel du 15 décembre 2022 dans l'affaire Ongwen et aussi dans l'affaire Ntaganda en avant, il donne un autre mode de perpétration pour ce type d'affaires. Pourriez-vous préciser la notion de coperpétration indirecte par l'intermédiaire d'un appareil de pouvoir organisé? Et aussi, je voudrais savoir votre point de vue sur si la société Blue Water peut-elle être considérée comme étant un appareil de pouvoir organisé, efficace pour la commission des crimes. Merci. Les victimes? Je vous remercie pour votre question, Madame la juge. Alors, je vais la prendre par la fin. En ce qui concerne tout d'abord le caractère de groupe armé organisé ou d'entité armée organisée en ce qui concerne Blue Water, eh bien c'est la jurisprudence Ntaganda qui nous donne des critères, des faisceaux d'indices qui nous permettent de caractériser ce qu'est un groupe armé organisé. Et il se trouve que dans cette jurisprudence, même si elle énonce énormément de critères, il est également dit que ces critères sont un test et qu'ils peuvent être analysés avec souplesse et que donc c'est analysé au cas par cas et que si un certain groupe ne répond pas à tous ces critères, eh bien, il pourra quand même être considéré comme tel en fonction du cas. Toujours est-il que ces critères sont par exemple la notion de hiérarchisation, d'organisation, de capacité à pouvoir fournir des directions, des opérations militaires et stratégiques, mais également le fait de pouvoir s'exprimer d'une seule et même voix à travers cette organisation. Je me doute qu'il y a d'autres critères énoncés dans la jurisprudence, mais ce sont ceux qui me viennent à l'esprit. En ce qui concerne désormais la première partie de la question, qui pourrait m'être rappelée, s'il vous plaît. Non, la deuxième partie, c'est si la société Blue Water peut-elle être considérée comme étant un appareil de pouvoir organisé,
efficace pour la commission des crimes. Merci. Je vous remercie. Je regrette que vous nous la posiez parce que c'est ce que nous avons essayé de démontrer dans notre plaidoirie. Toujours est-il que je vais y répondre. Et effectivement, Blue Water, pour nous, peut être considéré comme un groupe armé organisé, puisqu'il dispose d'un directeur, Denis Smoker, qui donc peut s'exprimer d'une même voix. Et c'est ce qu'ils ont fait à la lecture du dossier, puisqu'ils ont négocié un accord de paix à la fin, puisqu'ils ont également, au début du cas, tenté de faire des pourparlers avec la population Katawaï, mais puisqu'il a également signé de sa main une charte sur le comportement des entreprises de sécurité privée. Donc on peut déjà voir que le critère de capacité à répondre d'une voix unifiée est rempli. Ensuite, c'est également un groupe armé qui a utilisé des armes à sous-munitions, donc des armes lourdes, des armes pourtant interdites en droit international humanitaire et qui est donc en capacité et qui a des ressources militaires. Mais on peut voir également qu'il y a une hiérarchie claire, puisque la Défense a aimé à nous le rappeler, qu'il y a également dans cette entreprise Jules Chaussette, qui est donc le directeur des opérations extérieures. Et il y a donc déjà, on peut distinguer deux différents postes, mais on peut surtout relever le fait que Jules Chaussette a été licencié sur le simple fait que Monsieur Denis Smoker ne voulait plus travailler avec lui parce qu'il était en désaccord avec ce qu'il avait commis, et que donc ce licenciement, du simple fait qu'il était en désaccord avec lui, montre qu'il est bien le chef et qu'il est bien à la tête de ce groupe armé, et que sa décision a été automatique puisque Jules Chaussette a été licencié. Merci, merci. L'équipe de la Défense, s'il vous plaît. Merci Madame la juge pour la parole réaccordée et pour la question posée. Concernant la coaction indirecte commise par l'intermédiaire d'un tiers. Ici, on est en face de deux auteurs intellectuels du crime qui planifient le crime et apportent une contribution substantielle, mais les actes matériels de commission de ce crime ont été faits par un intermédiaire. Et dans ce cadre-là, nous pourrons dire, parce qu'il est évident, que le groupe Blue Water doit être considéré comme un appareil qui permet un appareil contenant une structure hiérarchisée permettant de faire exécuter les décisions prises par son chef ou son dirigeant. C'est dans ce sens que votre cour, dans la chambre préliminaire 1, dans l'affaire Katanga, vous avez en effet jugé que ne pas considérer une milice comme étant une structure hiérarchisée, étant considérée comme un appareil structuré et organisé, en ce sens qu'il n'existe pas au sein d'une telle milice une chaîne de commandement bien établie permettant de faire respecter les ordres du haut en bas. Et donc, s'il faudrait répondre que le groupe Blue Water était considéré comme tel, la réponse est affirmative, mais nous insistons et nous réitérons que M. Denis Smoker, le seul auteur ici accusé d'avoir commis ces crimes dans la forme de la coaction indirecte, ne l'a pas fait tout simplement parce qu'il n'a pas participé à un quelconque plan criminel impliquant ainsi sa contribution à la commission de crimes ainsi perpétrés dans l'île du Katawaï. Merci. J'ai une deuxième question sur victimes et sur réparation dans ce type de crime. On a écouté de la défense qu'il y a eu une atteinte d'indemnisation, mais la question ici est, selon la jurisprudence, et la question est pour les deux équipes, selon la jurisprudence de la CPI concernant les réparations pour les crimes internationaux les plus graves relevantes de la compétence de la Cour, spécifiquement dans les cas Lubanga et le cas Ntaganda, compris aussi des opinions séparées. Et la question c'est, quel est l'objectif, la signification et l'essence même de ces réparations? Ils sont uniquement les compensations? C'est la question. Merci. Les victimes, please. S'il vous plaît.
Alors, l'objectif de ces réparations est certes en premier lieu la compensation des victimes pour les préjudices qu'elles ont subis, qu'ils soient économiques, qu'ils soient matériels ou psychologiques. Toutefois, il s'agit également d'aider les victimes à réparer leur communauté. Ainsi, votre cours est habilité et notamment grâce au fonds de réparation des victimes qui aide votre travail en ce sens, est habilité à mettre en place des mesures sur des territoires, comme aider à la construction de centres psychologiques pour accueillir les victimes et autres mécanismes afin de les accompagner dans leur reconstruction et dans finalement la réparation et l'acceptation de leur traumatisme. Je vous remercie. Merci. La défense, s'il vous plaît. Merci Madame Madame la juge, pour la parole accordée. Voilà, avant de répondre à la question, nous aimerions placer un fondement, c'est que la question de la réparation renvoie aussi à une autre facette du droit pénal, c'est que le droit pénal n'est pas uniquement un droit répressif, il ne consiste pas seulement à appliquer une peine au coupable, puisque la commission d'un crime ou encore d'une infraction a d'une manière ou d'une autre suscité des dommages. C'est donc dans ce contexte-là que la Cour ne se limite pas uniquement à se prononcer sur les peines, mais a aussi un regard particulier sur les victimes, c'est-à-dire sur ceux qui ont connu un préjudice de n'importe quelle nature morale ou physique par le fait de la commission d'un crime et dans le cas d'espèce d'un crime qui relève de votre compétence. Alors les questions de la réparation dépendent de la nature du préjudice qui a été causé, s'il s'agit d'un préjudice moral ou encore d'un préjudice matériel selon le cas, nous avons dit. Merci, merci. Merci. La question a été posée en référence à la jurisprudence de Ongwen, de Ntaganda et Lubanga, où la Cour a souligné des principes de réparation, où le plus important, c'est la restitution de la dignité et des autres éléments. Mais si vous avez quelque chose à ajouter à votre réponse, je pourrais vous écouter. La victime? Non. La défense? Non. Merci, merci. Merci, Madame la juge Ibanez. Je crois que nous sommes ici à plusieurs titres. Et ce qui fait la spécificité de l'exercice de cet après-midi, c'est qu'on nous met en présence la situation des victimes et de l'accusé tout simplement, et du suspect, en cette étape de la procédure. Donc en fait, le cas me paraît assez spécifique, assez singulier, un peu tiré par les cheveux, mais c'est en fait pour la bonne cause. Et je crois que ce qui est important, vous l'avez relevé ici, c'est vrai que nous avons de la jurisprudence au niveau de la Cour pénale internationale sur cette question, mais ce qui est important à relever, c'est le projet de vie des victimes. C'est leur projet de vie et puis il suffisait tout simplement de dire que un projet de vie détruit ne peut jamais être réparé à 100%. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter un peu pour, comment dirais-je, pour animer un peu le débat sur cette question-là. Mais moi, personnellement, j'ai deux préoccupations par rapport aux observations des uns et des autres. J'ai compris que les représentants légaux des victimes n'ont pas trop traîné sur la compétence, la question liée à la compétence, tout en citant l'article 12 du statut de Rome. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de pouvoir entendre d'eux
qu'ils élaborent un tout petit peu sur cette question-là, ne serait-ce que pour 2 minutes, hein, pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de l'article 12 relatif aux conditions préalables à l'exercice de la compétence? Parce que vous dites qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question-là, dans la mesure où vous pensez que la Cour était déjà compétente sur la question. Je me suis fait un peu comprendre. Oui, je vais tenter de répondre au mieux à votre question. Je vous prie de nous excuser. Dans le mémoire à la lecture du mémoire de la Défense, nous n'avions pas relevé que la compétence rationnelle loci était contestée. Donc je reviendrai juste sur ce point assez brièvement. En réalité, pour nous, la question ne se pose pas, puisqu'au moment des faits, à la suite de la démonstration que j'ai effectuée et de la réplique de ma consoeur, le Wata était parti au statut de Rome. Les crimes s'étant commis sur une île du territoire du Wata, l'île de Katawa, un État qui était parti au moment des faits au statut de Rome, pour nous, la Cour est compétente, rationnelle loci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela? Allez-y, en 1 minute, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Effectivement que nos excellents contradicteurs ont tenté de répondre comme ils l'ont bien souligné. Votre Cour est bel et bien incompétente, puisque conformément à l'article 127 du statut, le retrait prend effet après 1 année. Mais selon la trame factuelle, c'est après la prise d'effet du retrait, puisque le retrait a pris effet en date du 8 octobre 2020, c'est 2 mois plus tard que le procureur va obtenir l'autorisation d'enquête, alors que l'autorisation d'enquête doit être obtenue à l'intérieur du délai d'1 année. Et considérant cela, la Cour ne peut être compétente. Merci. Merci, je vous remercie. Une autre préoccupation et une dernière certainement. C'est par rapport à cette notion d'état de nécessité. J'ai cru comprendre que les représentants légaux des victimes ont parlé d'état de nécessité. Je veux m'assurer qu'il s'agit de cela. Vous avez parlé d'état de nécessité ou bien de nécessité militaire? Parce que d'un côté, c'était une question liée à la nécessité militaire et de l'autre, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la notion d'état de nécessité sur les modes de responsabilité. C'est bien cela? C'est exactement ça. La Défense a relevé dans ses 2 mémoires les 2 notions, sans pour autant vraiment les préciser, donc j'ai tenté d'y répondre au mieux. Ok, merci beaucoup. Dans ces conditions, je voudrais poser la question aux deux équipes. Est-ce qu'on peut valablement parler de nécessité militaire ou d'état de nécessité en matière de droit pénal international, en matière de justice pénale internationale, qui nous présente comme protagonistes des victimes qui n'ont été mêlées ni de près ni de loin à des conflits ou à des hostilités. Je peux y revenir? Est-ce qu'on peut parler réellement de nécessité militaire ou d'état de nécessité lorsque nous parlons, ça me colle un peu à la peau, mais je vais le dire, lorsque nous parlons de violation massive des droits de l'homme? Je vous remercie pour votre question. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, étant donné que ce sont 2 notions qui sont issues du droit, l'une plutôt du droit international humanitaire pour ce qui est de la nécessité militaire, tandis que l'autre est bien inscrite au statut, et qui est inscrite au statut en sens qu'elle est un motif d'exonération de responsabilité. Et effectivement, dans ma réplique, j'avais évoqué cet article pour dire qu'il répondait de critères extrêmement précis qui n'étaient pas dans le cas d'espèces caractérisées. Et en ce qui concerne la nécessité militaire, en réalité, elle aussi, au sens du droit international humanitaire, répond à des critères extrêmement précis. Et surtout, la nécessité militaire ne peut jamais se justifier en allant à l'encontre des 3 principes de droit international humanitaire, qui sont le principe de précaution, le principe de proportionnalité et le principe
de distinction, comme m'a soufflé en réalité ma consoeur. Et donc, il se trouve, dans le cas de l'espèce, que ces 3 principes ont été bafoués par Blue Water, en visant, que ce soit en ce qui concerne les civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées, ou que ce soit en visant des monuments historiques classés au patrimoine de l'UNESCO, et en essayant de faire une association en disant que parce que les civils se sont groupés en maquis, alors nécessairement ces maquis se trouvent dans les monuments historiques, ce qui n'est pas mentionné dans le cas. En réalité, on ne sait pas où se trouvent les maquis. Alors, en tout état de cause, les attaques qui ont été effectuées sont nécessairement contraires au principe du DIH et donc ne peuvent pas répondre aux critères de la nécessité militaire. Merci beaucoup, maître. La parole est à vous. Du côté de la défense. Merci, Madame la Présidente. Alors, la question de l'état de nécessité renvoie bien entendu à une cause de justification qui décriminalise ou qui ôte la criminalité intrinsèque à un fait quelconque. Il s'agit bien entendu d'un cas où un individu commet un fait qui, objectivement, est interdit par le droit, et précisément par le droit international pénal dans le cas d'espèce, mais qui ne peut pas engager sa responsabilité tout simplement parce qu'il existe des faits justificatifs qui décriminalisent ce fait-là. S'agissant bien entendu de la question de nécessité militaire, il s'agit d'un principe du droit international qui peut aussi justifier certaines violations qui objectivement ne peuvent nullement être acceptées et qui sont également soumis à certains autres principes, notamment la proportionnalité, le principe de distinction, encore le principe de précaution, comme le Conseil des victimes venait de le soulever. Mais contrairement à ce que ce dernier a affirmé, le principe de nécessité militaire doit aussi s'apprécier par rapport au type d'intensité de violence dont il est question. En effet, nous sommes en présence d'un groupe, d'une société militaire de sécurité privée qui combat avec l'armée régulière d'un État, qui est supposé avoir les armes suffisantes afin de pouvoir mener de manière correcte un conflit armé, international ou encore non international soit-il. Alors, dans ce contexte précis, il est tout simplement acceptable, tout simplement justifiable et justifié que les compagnies de sécurité privée puissent user des mêmes moyens, si cela était possible, qu'un groupe armé, qu'une armée régulière d'un État, afin de pouvoir faire face à une quelconque attaque ou encore à une quelconque résistance diffuse. Et donc, dans ce contexte-là, le principe de proportionnalité doit s'apprécier au cas par cas, puisqu'il s'agissait d'un conflit armé opposant l'armée régulière d'un État ayant des moyens suffisants pour pouvoir mener à bien un conflit armé, ainsi qu'une compagnie de sécurité privée. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître. Nous arrivons nous arrivons au terme de notre exercice. Nous allons à présent nous retirer. Nous vous remercions pour vos présentations et donc nous allons nous retirer pour délibérer. Nous vous prions de bien vouloir être dans la salle dans 15 minutes. Le greffier d'audience, s'il vous plaît. Vous levez.